Papidou, un conte de Noël par Éric Weber. Mes pauvres enfants, c'est toujours ainsi dans le monde. Le bon Dieu nous envoie des peines, des chagrins, des souffrances, pour nous empêcher de trop aimer la vie et pour nous habituer à la pensée de la quitter. Comtesse de Ségur, née Rostopchine, les vacances. Remets bien le pain sur la table, s'il te plaît, ma puce. Le diable est dans la maison. Le diable? Mais c'est ridicule, maman, le diable. Je le fais, mais uniquement pour te faire plaisir. Merci. Au fond d'elle-même, pourtant, Lilou, 12 ans, ne peut s'empêcher de s'interroger. Et si c'était vrai, si le diable était vraiment parmi nous? Sa pensée disparaît aussi vite qu'elle est apparue, instantanément dissoute dans la douillette atmosphère qui, en ce divin soir de Noël, enveloppe la chaleureuse maisonnée familiale et tous ceux qui lui donnent une âme. Mamie Rude et ses filles s'affairent. Qui en cuisine devant l'immense cuisinière bleue ventrue, qui à la salle à manger, devant la table dressée, fièrement traversée de son scintillant chemin de fête. Tandis que les garçons, c'est-à-dire ses gendres, s'acquittent joyeusement des tâches qui leur sont assignées, l'un approvisionnement le poêle bourré à ras la gueule, tandis que l'autre, préposé aux bouteilles, ouvre avec délicatesse les flacons emplis de douces ivresses prometteuses. Assise seule sur le grand canapé du salon, Lilou regarde fixement d'un air songeur la petite patinoire nostalgique qui s'anime sous de jolies lumières chaudes. Un jour, moi aussi je danserai avec un patineur comme celui-ci. Derrière elle, le sapin, majestueux. Bien qu'amputé de ses racines, il trône comme il se doit à cette heure de gloire, paré de guirlandes étincelantes, d'hypnotiques boules lisses et fragiles, et de multiples petits sujets boisés et ouatés. Le parfum dont il enveloppe qui l'approche est sa fierté d'épicéa, qu'on se garde bien de le confondre avec ses inodores congénères venus du Nord, dont l'apparence ressemble au vil sapin de plastique honni, la caste la plus basse dans la hiérarchie des conifères. À son pied, une montagne de cadeaux colorés, emballés de façon disparate, certains avec soin, d'autres à l'emporte-pièce. Il en sera de même au moment du grand déballage, quand de minutieux petits doigts s'affaireront délicatement, tandis que d'autres arracheront le papier sans précaution aucune, ne laissant que des lambeaux sur le sol parsemé d'épines. Pour autant, tout à l'heure, toutes les artères battront des mêmes battements, nés de surprise ou d'attente, mêlant joie et tendresse, touchant le cœur des bénéficiaires comme celui des donateurs. Ce soir, tout le monde est à la fête. Même les animaux ne sont pas en reste. Du vénérable vieux toutou à la vue déclinante, qui de sa queue bouscule à chaque passage les branches basses du sapin, menaçant de le faire tomber, au chat malicieux, qui ne sait plus à force vers quelle jambe aller se frotter, en passant par l'âne curieux, qu'on a laissé quitter son parc un peu plus longtemps que de coutume, et dont le scrouch des carottes dans la bouche contribue à renforcer l'allégresse générale. Sans oublier les fringants représentants du monde végétal admis à l'intérieur, telle la belle et distinguée orchidée mauve, entourée de ses demoiselles d'honneur, les délicates petites pousses de pilea fraîchement repiquées. Au dehors, le temps relativement doux pour la saison participe à la gaieté ambiante, au contraire de la marche du monde, qui, loin de marquer une trêve, fait miroiter au-dessus des têtes ces mauvais nuages sombres, dont tout à chacun frissonnerait de plus belle à les contempler un tant soit peu trop attentivement.
Au milieu de l'empressement généralisé et de l'exultation collective, Papidou paraît bien mériter son surnom. Adorable avec tout le monde, le verbe enjoué, un mot approprié pour complémenter chacun et chacune, les gestes affectueux et empreints de délicatesse et le rire franc. Tout porte à considérer ce vieil homme encore alerte comme un être d'une exceptionnelle gentillesse. En témoignent d'ailleurs au plus haut point les yeux brillants pour lui de son épouse Mamirude et la tendresse inconditionnelle que ressent à son égard sa petite-fille Lilou, toujours fière de son grand-père et la première à le défendre en toute occasion. Car bien sûr, comme tout un chacun, Papidou recèle au fond de lui une part d'ombre plus ou moins conséquente. Certes, très bien cachée. Ou, mieux encore, pire encore, qui ne se révèle que par petites touches légères, propres à provoquer la plus grande indulgence chez autrui, aussi bien chez ses proches qu'au sein de ses cercles de relations plus lointains. Qui pourrait le blâmer et même s'apercevoir que, ce faisant, l'honorable patriarche ne participe nullement à la préparation commune de ce réveillon tant attendu de tous. Pour un observateur averti, force est de constater qu'il se défile à chaque fois, sachant se rendre invisible dans les moments critiques ou contrer, avec un bel humour le plus souvent, la moindre sollicitation exprimée à son égard. À cette heure, on peut dire que tout va bien, que personne autour de Papidou ne se rend compte de rien. Ni Mamirude, quoiqu'on puisse légitimement la soupçonner de faire preuve de complaisance, de cacher la vérité pour mieux sauvegarder les apparences, ni ses deux filles aimantes, aussi incroyablement proches l'une de l'autre par la générosité et la complicité, qu'éloignées du point de vue de leurs apparences, caractères et enveloppes corporelles respectifs. Ni ses gendres, à la fois charmés et impressionnés par ce Papidou d'adoption, qu'ils reconnaissent comme une référence, sinon un modèle à suivre, sur le plan du charisme et de la popularité à tout le moins. Ni non plus, enfin, et surtout, la vive et ingénieuse Lilou, sa petite fille adorée, qu'il considère comme le miroir inversé de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de son paraître. Elle, l'entraille de ses entrailles, le cœur de son cœur, l'esprit de son esprit, l'âme de son âme. Du point de vue onomastique, tout porte à considérer le Papidou attribué au grand-père comme une appellation tout à fait représentative. N'en déplaise à la réservée Mamirude, indéniablement desservie par la sévère désignation qui lui a échu. Il faut dire que Papidou a choisi lui-même, et en premier, son propre surnom. Après avoir écarté le Papi de son père, le Pépé de ses grands-pères, qu'il aurait pu conserver, possédant Joseph dans ses prénoms, et surtout le Pépère, qui pullulait au milieu du siècle passé, dans les villages de la région de son enfance. Sans trop réfléchir, sa progéniture opta dès lors pour un antonyme aussi stupide qu'inadapté, pour qualifier la grand-mère de Lilou, Mamirude. Elle si douce, si attentionnée. Dire, car tout a commencé ainsi. Quiconque aurait observé de près Papidou, pour l'heure penché immobile au-dessus des cadeaux éparpillés, aurait distingué la naissance d'un petit quelque chose, d'un léger trouble, d'une manifeste contrariété. « Bon sang de bois !» s'écria soudain l'ancêtre. « On m'a volé. Quelqu'un m'a volé. Qui m'a volé? Qui est le voleur ?» Désormais redressé, il pointait à tour de rôle un doigt accusateur et tremblant sur chacun des membres de sa famille. Tous restaient interloqués, se regardant les uns les autres, hésitant sur la conduite à tenir. « Mes cadeaux, poursuivit Papidou, où sont mes cadeaux ? Tes cadeaux ? Eh bien,
Tes cadeaux, tu les auras tout à l'heure, en même temps que nous tous, chérie, intervient souriante et enjouée une mamie rude apparemment bien rodée à gérer ce type de situation avec son époux bougon, qu'elle prit doucement par le bras. Non, cria Papilou avec humeur, se dégageant de son emprise. Je parle des cadeaux que j'ai offerts. Où sont-ils? Qui les a volés? C'est-à-dire que tu ne sais plus où tu as mis nos cadeaux, c'est ça, papa? Reformula la fille aînée, qui savait s'armer de patience. La réponse fusa méchamment. Bordel à cul de pompe à merde! Mais tu ne comprends donc rien, ma pauvre fille. J'ai commandé les cadeaux, ils ont été livrés, et ils ne sont plus ici. Je ne suis pas fou quand même. Entendu, entendu, reprit Mamie Rude. Nous vous avons tous bien compris, ne t'inquiète pas. Tu nous as fait à chacun de magnifiques cadeaux qui, malheureusement, ont disparu. Nous te sommes tous très reconnaissants pour ta générosité, ainsi que très touchés par ta belle intention. C'est cette intention qui nous touche le cœur, c'est bien là l'essentiel en cette soirée de Noël. Tremblant de rage, ne décolérant pas, le vieillard se déplaça soudain devant la crèche. D'un geste vif, il se saisit d'un roi mage, Balthazar, le plus reconnaissable des trois. Après l'avoir fixé quelques secondes, les yeux hagards, il le jeta brutalement par terre. Aussitôt la tête se sépara du tronc, les membres éclatèrent et se dispersèrent fracassés en de multiples morceaux, qui saupoudrèrent de leur neige d'argile les carreaux de ciment au sol. Dans la foulée, Gaspard et Melchior connurent immédiatement le même sort, tandis que Papidou grommelait un démoniaque. Sale collabo, tous des traîtres, ces enfoirés, qu'ils aillent en enfer. Cette fois, ce fut Lilou qui se précipita sur son grand-père, effaré. Papidou, Papidou, qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie. Les rois mages ont amené des cadeaux au petit Jésus. Ils n'ont rien fait de mal, au contraire. Tais-toi, innocente, tu ne connais donc rien à rien. Ce sont des salauds envoyés par Hérode pour trouver le bébé à assassiner. Se redressant, avec dans les mains des morceaux qu'elle venait de ramasser, la courageuse petite fille fit face à son terrible aïeul. Figure-toi que je connais très bien. J'ai étudié l'Évangile selon saint Matthieu au catéchisme. Les rois mages ont sauvé Jésus. Bien que missionnés par Hérode, en effet, tu as raison, ils ont refusé de livrer l'enfant à ce roi criminel et sont repartis chacun de leur côté sans lui donner la moindre information. Bravo, traître et lâche par-dessus le marché. Virez-moi tout ça, cria Papilou, balayant d'un vigoureux revers de manche tout à la fois le charpentier et la Vierge Mère, l'âne, le bœuf et les angelots, ainsi que tout ce qui était tambourinaire, joueurs de fifre et autres poissonnières, jusqu'au ravi de la crèche qui se désintégra sans se départir de son ambigu petit sourire innocent. Bien protégé par son couffin de paille, le petit Jésus seul échappa au massacre, vite récupéré par les doux petits doigts de l'angélique Lilou qui le cacha sous son caraco. Et Papilou de se réfugier aussi sec dans la cuisine, où il s'arma d'un long tire-bouchon métallique et entreprit d'ouvrir une vieille et poussiéreuse bouteille millésimée 1981. Pfff, c'est moi qui dois tout faire dans cette maison. Concentré à faire tourner régulièrement la sauce en préparation pour éviter tout grumeau, le plus ancien des gendres, par respect quasi filial, n'osa réagir. Il n'en pensa pas moins que s'il n'avait pas ramené ce cru ancien de Montélie-les-Clous, son beau-père n'aurait ouvert qu'un vulgaire rosé, pelure d'oignon, acheté à l'épicerie bon marché du coin. En douce, l'air de rien mais de manière suffisamment visible pour être vu de son gendre, Papidou avala une lichette à plein goulot, la bouche mouillée d'une jaunâtre bave naissante. Il fit une grimace dégoûtée, puis lâcha, suffisamment fort pour achever son gendre. « Pouah! Dégueulasse ce picrate! J'aurais mieux fait d'acheter moi-même une bouteille. » Il ne va quand même pas, s'inquiéta une Lilou soupçonneuse arrivée sur ses entrefaites.
S'ensuivit un rôle magistral, phénoménal. Que dis-je? Une éructation extraordinaire, digne des plus grandes réalisations de Pantagruel et de Bérurier réunis. Une façon de clôturer la séance en beauté. Comment dès lors pour ses proches, et les plus proches de ses proches, mettre l'attitude déplorable du finalement bien mal dénommé Papidou sur le simple compte du stress et de la préparation, de l'enjeu de l'événement, ou même d'un petit coup de fatigue passager. Alors que tout paraissait tant bien que mal rentrer dans l'ordre, la remise des cadeaux ne fut pas épargnée. Ce moment fort de l'harmonie familiale se déroulait traditionnellement de façon individuelle. Chacun recevait et déballait ses cadeaux, tour à tour devant l'assemblée attentive, à voir éclore les sourires sur les visages, à sentir l'émotion gagner le cœur et le corps des bienheureux bénéficiaires, avant que les généreux donateurs ne se manifestent, ajoutant quelques mots d'explication et recevant de franches embrassades en guise de remerciement. Cette année, le bouquet de joie fut gâché dès le début par un Papidou dictatorial qui insista pour procéder à une remise de cadeaux collective. Tout le monde donnera, recevra et déballera tous les cadeaux en même temps. Vous remercierez aussi collectivement, ça ira plus vite. Et à part lui, je n'aurais pas l'air idiot d'être le seul à ne pas avoir fait de cadeaux, surtout. Car bien sûr, il n'y avait eu aucun problème de livraison ou de vol. Papidou n'avait tout bonnement pas fait de cadeau. Après ce qui venait de se passer devant la crèche, personne n'osa protester. Seule la fille cadette entama un discret « Papa, tu es sûr que… » avant de se faire remettre en place vertement. « Oui, je suis sûr. Et d'abord, c'est moi qui décide. Je suis chez moi, nom de nom. » Consterné tout autant que les autres, et pour ne pas relancer la machine infernale, Mamie Rude ne releva pas. Ce n'était pas une abdication. Son acceptation tacite n'était pas une résignation. Juste une adaptation intelligente du corps, du cœur et de l'esprit à une situation donnée dans l'intérêt de la préservation d'une paix familiale, fût-elle de façade. Il apparaissait désormais clairement aux yeux de tous que par un ironique jeu de surnoms antinomiques malencontreusement distribués à rebours de la réalité, Mamie Rude était aussi douce et empathique que Papidou se montrait caustique et violent. Vous vous demandez, ami lecteur, comment allait se dérouler le repas du réveillon. Celui-ci, attendu depuis des semaines et des semaines, allait-il être, lui aussi, gâté par le comportement d'un odieux Papidou? Eh bien, figurez-vous que contre toute attente au regard de ce qui venait de survenir, ce repas se déroula plutôt sans encombre. Certes, d'emblée Papidou assena avec force et jubilation tout un flot d'imprécations en lien avec la situation politico-économico-sociale en France. De violentes diatribes, distribuées avec verve, tout à la fois à l'encontre du prétendu président incapable de prendre en compte les résultats des élections et qui n'écoutait que lui-même sa propre personne, vis-à-vis du gouvernement non représentatif, non légitime et de toute manière temporaire, contre les magouilles des partis politiques et le consternant parlement spectacle qui en était le fruit, et enfin, en direction des Français eux-mêmes, aussi pleutres qu'inconséquents, chacun en prenant pour son grade. Toutes ces flèches venimeuses avaient toutefois le mérite, sinon de mettre tout le monde d'accord, du moins de faire résonner de façon très juste une ou plusieurs fibres sensibles au sein de l'homo politicus qui sommeillait en chacun des commensaux assis autour de la table. Finalement, Titouan, c'était le prénom de Papidou, tu aurais dû t'appeler Antitou, se permit avec humour une Mamie Rude quelque peu rassénérée par le succès de son foie gras maison. Succès non reconnu toutefois par sa petite-fille, qui, tout sourire pour masquer son aversion, rappela gentiment
qu'elle ne mangeait pas de bestioles. En dépit de ce calme relatif, chacun restait circonspect, craignant de quitter l'œil du cyclone pour se retrouver à nouveau en pleine tempête. Pas de joie pleinement sereine en ce repas de Noël, mais une sorte de soulagement en guise de succès d'année. Quelques-uns osèrent prononcer le mot de complotiste à l'égard de Papidou, mais celui-ci prit le mot pour un compliment et montra des signes d'émotion reconnaissante. Émotion multipliée quand sa petite fille renchérit. Les complotistes sont comme des horloges arrêtées qui 2 fois par jour donnent l'heure juste. La conversation prit fin dès qu'arriva sur la table la succulente dinde farcie. Les mandibules se mirent en branle de concert et le calamiteux début de ce repas de fête parut presque oublié. Le bonheur à portée d'estomac. Le dîner achevé, tandis que la digestion exerçait son office apaisant, Papidou prit tout le monde de court. Cela commença par le raffiné flacon de parfum au lys blanc que sa fille aînée avait reçu de son mari. Le terrible grand-père en fit couler lentement le précieux liquide dans la plante que lui avait offerte sa fille cadette. « D'une pierre deux coups », jubila-t-il intérieurement, sous les regards consternés de l'assistance médusée, paralysée au point de rester sans réaction. Mais le flacon de verre avait encore un rôle à jouer. Après l'avoir pilonné avec rage au moyen d'un lourd cheval en bronze massif, Papidou se mit à consteller de milliers de débris coupants la mangeoire du couple de tourterelles offert par Mamie Rude à son gendre colombophile. Le malheur est qu'à peine le verre ainsi émietté, la tourterelle femelle s'était précipitée pour en avaler les morceaux mêlés aux graines. Sa jolie gorge fut aussitôt tachée de sang, tandis que les 4 filles de la maison se précipitaient dans un même élan pour tenter de sauver le malheureux volatile. Sans succès, puisqu'il ne fallut pas 3 minutes pour que la jolie petite tourterelle ne soit plus qu'une misérable dépouille exsangue. Et pour couronner le tout, sous les cris continus et incessants de sa petite fille Lilou, qui ne digérait pas le drame animal qui venait de se jouer, Papidou s'en prit sans ménagement à ses propres cadeaux. L'exotique fromage de tofu fermenté, ramené périlleusement d'un voyage au Japon par son second gendre, fut grossièrement déchiqueté en morceaux, lancé au vieux chien de la maison, qui ne laissa pas passer l'aubaine et n'en fit qu'une bouchée. Tandis que l'incorrigible vieillard lançait haut et fort un vexant « Quelle merde ce truc, même pas revendable sur Internet !» suivi par un non moins irrévérencieux « Et ça, quelle connerie !» tandis qu'il jetait en bougonnant dans le feu du poêle le billet de spectacle musical offert par ces 2 filles réunies, toutes contentes d'avoir réussi à obtenir des places pour le chanteur préféré de leur père. Un bouffon ce mec, et sa musique de sauvage. Les billets d'avion pour une destination de rêve au bout du monde, une attention de Mamie Rude pour concrétiser ce voyage espéré depuis des lustres par son mari, subirent le même sort, s'enflammant encore plus vite. Ma contribution au bilan carbone de la planète, lança Papidou avec un ricanement sardonique. Chez Mamie Rude, la révolte prit très rapidement le pas sur la stupéfaction. Une révolte aussi violente qu'intérieure et invisible, car les yeux plissés de la vieille femme témoignaient d'une intense activité de réflexion et d'un très haut niveau de détermination. Seul épargné, Lilou. Papidou ne s'en prit à aucun de ses cadeaux, bien qu'il ait tout de même eu une grosse envie de piétiner la fourmilière vivante qu'elle avait reçue de ses parents. Il ne toucha pas non plus au gigantesque puzzle qu'elle lui avait offert, se contentant d'une petite moquerie innocente en regardant la boîte. « 7 ans ? Je parie que je le fais en 7 jours. » Il fut le seul à sourire de sa blague, sous les yeux noirs de la jeune fille, elle aussi en plein bouillonnement intérieur. C'est le moment que choisit Mamie Rude pour annoncer le départ. On part. C'est fini, on part.
Tout le monde n'attendait que ça, pouvoir partir, quitter toute honte bue ce lieu de fête gâché, salopé pour employer des mots aussi vulgaires que ceux de Papidou. « Eh bien, partez, partez tous !» lança rageur le vieux saboteur, distribuant au passage 1000 gouttes de l'élastique écume jaune pisse qui lui pendait aux lèvres. Et chacun de s'exécuter au plus vite, avec un grand soulagement. Mamie Rude alla passer la nuit chez sa fille aînée et son mari. Mais Lilou avait déclaré « Moi je reste », esquissant d'un air entendu à destination de sa grand-mère et de sa mère une moue des lèvres qui pouvait signifier « J'en ai pas fini avec Papidou ». Tout le monde partit, Lilou se dirigea vers le pigeonnier attenant à la maison. Comme elle s'y attendait, celui-ci était éclairé. Que de fois avait-elle galopé sur la courte volée de marche pour rendre visite à son grand-père, lequel interrompait ses petites activités créatives de dessin, peinture ou écriture, un puzzle parfois aussi, pour l'accueillir avec un grand sourire et force embrassade. Lilou enfant n'était pas assez haute pour atteindre la boîte à bonbons que Papidou remplissait de délicieuses sucreries à la seule intention de sa petite fille. À chaque fois se déroulait tout un jeu entre deux, comme si elle découvrait la boîte pour la première fois, n'osant formuler une demande pour les sucreries qu'elle fixait avec envie. Papidou, mimant l'étonnement, lançait alors l'air de rien, comme si tout cela était fortuit. « Tiens, si tu veux, j'ai des trucs à manger là. Ça te dit ? Vas-y, sers-toi, petite. » Sur le mur d'entrée, un carreau de céramique signalait « Le repère de le repère », tandis qu'un autre lançait une invitation « Entre dans mon antre ». Ces formules l'avaient toujours mise de bonne humeur. Mais aujourd'hui, c'était différent. Cette fois, Lilou ne fut pas accueillie. Papidou était engoncé dans son fauteuil, l'air revêche. Un masque, se dit-elle, car ses yeux humides trahissaient plus de tristesse que de colère. Elle savait distinguer. Elle était forte pour ça. « Tu n'es pas parti avec les autres ? Que veux-tu » assonna-t-il si brutalement que si elle avait pu, la boîte à bonbons aurait bondi s'enterrer sous la terre. « Je ne veux rien, je cherche à comprendre, c'est tout. De quoi souffres-tu pour être si méchant, Papidou ?» Ces mots avaient été prononcés avec douceur, une douceur qui contrastait avec l'attitude fermée du vieillard. Après un long, très long silence, l'homme se dérida, hochant imperceptiblement la tête d'un air entendu. « C'est vrai, tu as droit à des explications, toi plus que tout autre, ma petite grenouille, ma princesse. » Redressant son dos, les mains jointes et les coudes appuyés sur la table, Papidou entama. « À mon âge, la mécanique se grippe, l'esprit s'embrume, le cœur se fige aussi. C'est normal, me diras-tu, et je m'y attendais depuis longtemps. Mais cette fois, c'est différent. Mon médecin, qui est un ami, n'y est pas allé par 4 chemins. Sa main sur mon épaule, son regard pénétrant furent sans équivoque. Prépare-toi, il n'y a plus que ça à faire. Dis-leur que tu les aimes. » Il avait raison. Mais à peine sorti de son cabinet, j'ai changé d'avis. À quoi bon vous dire que je vous aime ? À Mamie Rude, à ta mère, à ta tante, à toi-même. À quoi bon vous faire mal si proche de l'échéance ? Plutôt au contraire, tout faire pour ne pas vous faire de peine. Si je me rends odieux avant de vous quitter, vous ne me regretterez pas. Votre douleur sera inexistante, ou moindre. Quitte à mourir, au moins vous faire l'économie de la peine. Oh, c'est égoïste aussi, tu sais, car ce qui est insupportable dans la mort, vois-tu, c'est la douleur que l'on génère chez ceux qui nous aiment et que l'on aime. Ma méchanceté aura le mérite de vous affranchir d'une douleur et d'une peine que je vous aurais causées, moi. Même si bien malgré moi, tu t'en doutes. C'est ce que je croyais et j'y croyais ferme. Maintenant, vois-tu, c'est vrai qu'après cette soirée,
Je n'en suis plus tout à fait sûr. Mais Papillou n'acheva pas sa phrase, les yeux perdus dans le vague. Lilou avait écouté attentivement, pour ainsi dire religieusement. Sa bouche était restée à moitié ouverte. Une part d'elle comprenait parfaitement et bénissait son grand-père aimé. Mais un côté plus exigeant de sa personne se révoltait, sentant au fond d'elle-même que non, décidément quelque chose n'allait pas, quelque chose clochait. « Je comprends, Papillou, je comprends, mais non, non, ça ne colle pas, ça ne suffit pas. » Et se jetant dans ses bras, « Dis-moi la vérité, je t'en supplie, dis-moi. » Submergé par l'amour de sa petite fille, en même temps que tétanisé par la situation, le valeureux grand-père ne put lâcher qu'un douloureux « Je ne peux pas, ma petite, je ne peux pas. » L'armure avait fondu, mais la vie ne lui permettait plus rien d'autre. Telle une somnambule, Lilou s'éloigna lentement en reculant. « Non, Papidou, non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, pas avec moi, pas avec moi. » Le cœur lourd, mais avec détermination, Lilou se retourna et s'enfuit en courant du pigeonnier pour rejoindre ce qu'elle appelait son cafouche, la petite pièce exiguë qui lui servait de refuge dans la maison de ses grands-parents, au milieu des étagères garnies de piles de linge, de livres dépareillés et des petites autos de la collection de son grand-père, bien installé à ce qui était son bureau, ce bureau même qui était le bureau des stagiaires dans l'étude de notaire de son arrière-arrière-grand-père. Lilou prit son stylo-bille favori, celui à l'encre bleu nuit, ainsi qu'une feuille de son plus beau papier de correspondance, épais et vénulé comme dans le temps. « Mon Dieu, écoute-moi bien, s'il te plaît. » Alors voilà, ce soir, le diable était dans la maison. C'est mon grand-père. Il est devenu insupportable. Il dit qu'il va mourir. Que c'est pour ça, enfin, à peu près, je ne veux pas qu'il meure. Je l'aime. Aide-moi, je t'en supplie. Là, maintenant, tout de suite. Du fond de mon cœur, je te remercie avec gratitude pour ta grâce. Lilou. La jeune fille relut sa lettre. Ça et là, ses larmes faisaient de grosses taches mouillées qui diluaient l'encre sur le papier. Elle resta un instant comme hébétée, le regard fixe et flou, la gorge serrée, les doigts crispés. Puis elle s'endormit, les bras sur la table, la tête sur la feuille, le cœur en berne.